Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons nous efforcer d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Matthias Fekl, ancien ministre et avocat, avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne Blick.fr, en ligne et helvétique. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. On peut être en ligne sans être helvétique et helvétique sans être en ligne. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Crise politique, nos voisins font-ils mieux ?» Il est chapeauté ainsi « Pourquoi l'aptitude au compromis qui semble partagée par nos voisins européens nous est-elle étrangère ? Que faudrait-il modifier pour sortir de la culture de l'affrontement ? Les choses iraient-elles mieux si nous changions de république que notre fétichisme de l'histoire nous a conduit à numéroter. » Notre prochain enregistrement à l'école alsacienne est prévu le dimanche 5 octobre. On peut déjà s'y inscrire. Et mercredi, nous mettrons en ligne le premier de 3 échanges avec Mathilde Davignon, directrice du développement pour le livre audio du groupe Madrigal. Le groupe Madrigal est le groupe qui appartient à Gallimard. Selon l'étude menée par Opinionway en 2024, 33% des Français ont écouté au moins un livre audio au cours des 12 derniers mois, et les jeunes de 15 à 19 ans plébiscitent particulièrement ce livre audio et affichent la plus forte évolution cette année. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Le discours prononcé par Jean-Louis Bourlange à l'occasion de son élévation au grade d'officier de la Légion d'honneur est consultable et téléchargeable sur notre site à la rubrique des lettres d'information. Enfin, n'oubliez pas qu'en ce début d'année, nous comptons particulièrement sur vos contributions pour assurer que cette 9e saison pourra aller tranquillement jusqu'à son terme. Je vous propose maintenant que nous nous intéressions au premier des sujets que nous avons retenus. Dans quelle crise sommes-nous ? La censure, la rue, la grève. Lundi, le Premier ministre François Bayrou n'a pas obtenu la confiance des députés, n'obtenant que 194 voix contre 364. Après sa démission, le président de la République a nommé Premier ministre Sébastien Lecornu. Depuis sa réélection en 2022, Emmanuel Macron a désigné 5 premiers ministres, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, puis Michel Barnier, dont le gouvernement n'a duré que 3 mois, le plus court jamais enregistré sous ce régime et le premier de la Ve République à être censuré par l'Assemblée nationale. François Bayrou, censuré à son tour, n'aura duré que 9 mois. Cette crise politique s'accompagne d'une crise économique et budgétaire profonde à laquelle s'ajoute une crise sociale avec des appels au blocage du pays le 10 septembre et à la grève le 18. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, observe, je cite, que la division des forces politiques au point qu'une majorité semble introuvable est le reflet de l'archipélisation de la France. Des divisions sociologiques, politiques et idéologiques qui fracturent le pays, bien au-delà de l'ancien clivage droite-gauche. Dans la rue, si la France ne s'est retrouvée ni bloquée ni à l'arrêt mercredi, de nombreuses actions ont eu lieu toute la journée, partout dans le pays, avec des rassemblements d'ampleur dans certaines villes, entre 197 000 et 250 000 personnes recensées au total, et une très forte présence des forces de l'ordre. Né en mai à l'initiative d'un site souverainiste, Bloquons tout a été repris et développé par des sympathisants de la gauche radicale. Le conflit des Gilets jaunes, comme le rendez-vous de mercredi, s'inscrivent dans la continuité d'une série de mobilisations citoyennes 2.0 qui se sont succédées depuis le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Les deux mouvements partagent la même forme d'auto-organisation horizontale en réseau que celle des Gilets jaunes et une absence de leader. Toutefois, une récente enquête menée sous l'égide de la Fondation Jean Jaurès souligne que le profil des animateurs de Bloquons tout est assez différent de celui des Gilets jaunes. Il s'agirait de citoyens plus jeunes, plus actifs, plus politisés et plus proches de la gauche radicale.
Appartenant aux classes moyennes, ils sont souvent diplômés du supérieur. Seulement 27% d'entre eux prirent d'ailleurs part à la révolte des ronds-points de 2018. La plupart des organisations de salariés se sont mis à distance de l'initiative. Seuls Solidaires et la CGT ont soutenu la démarche du 10 septembre. Le 18 septembre sera une journée d'action à l'appel de l'intersyndicale qui avait mené le combat contre la réforme des retraites et dénoncé la copie budgétaire de François Bayrou. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. J'ai noté en exergue de mon cahier de notes une citation de Churchill qui dit « Never let good crises go to waste ». Ce qui veut dire « il ne faut jamais gâcher une bonne crise ». Et alors là, on est en plein dans cette circonstance, crise politique, institutionnelle, crise de régime. Le débat est ouvert. Alors le mouvement bloquant tout, difficile à saisir, semble quand même aimanté par un rejet personnel d'Emmanuel Macron. Or, ce qui était bizarre cette semaine, c'est qu'Emmanuel Macron, au lieu de temporiser un tout petit peu pour laisser ce mouvement retomber, a choisi de nommer juste la veille à Matignon un responsable qui est considéré comme une sorte de double à travers lequel il pense reprendre la main, ce qu'il espère depuis plusieurs mois, puisqu'il résiste toujours à l'idée de laisser faire les choses sans lui, alors même que c'est sa personne qui cristallise une forme de rejet. Or, si le cornu échoue, le président sera désormais exposé en première ligne et sera sous la pression sous la pression d'une démission anticipée qui pourrait être une issue si la crise de régime devait se précipiter. Alors pour le moment, on est toujours dans une crise parlementaire dont les données sont d'une simplicité absolument extrême. En l'absence de majorité, il est impossible de gouverner, comme l'ont montré les expériences Barnier et Bayrou. Donc la seule solution, c'est de constituer une majorité de coalition, scellée par un accord de coalition, au besoin longuement négocié en amont, un accord écrit, solide, partagé, explicite. Mais face à cette situation que la France n'a pas connue depuis les débuts de la Ve République, les parlementaires doivent apprendre l'art de la négociation et du compromis. Et ce qu'on observe depuis maintenant de longs mois, trop longs mois, c'est la lenteur incroyable et la difficulté de cet apprentissage par les parlementaires. Alors la seule nouveauté et le léger progrès avec la nomination de Lecornu, c'est qu'il a annoncé qu'il allait consulter avant de former un gouvernement, donc il prend un rôle de formateur, comme on dit en Belgique, et de conciliateur pour trouver les équilibres d'un gouvernement qui pourrait reposer sur une vraie coalition parlementaire. Lecornu est présenté dans les médias comme un négociateur. Il faut l'espérer parce que son bilan comme ministre des Outre-mer ne plaide pas du tout dans ce sens-là, notamment en Nouvelle-Calédonie où il a créé une catastrophe et où même Manuel Valls est apparu comme plus conciliateur que lui, c'est dire. Donc les négociations aujourd'hui tournent autour en fait du débat budgétaire. Donc c'est le dernier aspect de la crise budgétaire. On a quand même 100 milliards à trouver. Bayrou avait réduit à 44 milliards, mais en réalité, si on veut éviter que notre dette continue d'augmenter et d'atteindre de cette manière un risque de spirale, il faut qu'on arrive à trouver 100 milliards par an. Et là, on n'est pas au début de l'exercice. Alors, ce qui est sur la table, c'est la revendication de la gauche de changer l'imposition, de faire une imposition sur les hauts patrimoines. Donc il y a beaucoup de propositions qui sont en cours, des discussions d'économistes pour savoir quelle est la meilleure manière de taxer, etc. Sans rentrer dans le débat qui est assez technique, moi je voudrais juste rappeler les ordres de grandeur. Sur le principe, je trouve tout à fait légitime d'augmenter l'impôt des plus riches, mais je voudrais juste rappeler que dans les calculs qui sont faits actuellement, on est dans une fourchette qui va que ça pourrait rapporter entre 5 et 15 milliards, peut-être 20 en étant extrêmement optimiste, et donc l'effort, comme je l'ai dit, est de 100 milliards, donc le calcul est facile à faire, on est entre 5 et 15% de l'effort, et donc il faut trouver tout le reste pour savoir comment boucler ce budget. Je suis étonné que Marc-Olivier, qui est la modération fait homme, se soit montré si sévère avec Manuel Valls. Il a quand même beaucoup travaillé, Manuel Valls, depuis qu'il est ministre des Outre-mer. Nicole Nisotto.
Oui, moi je voudrais revenir d'abord sur la crise de régime. Elle prend, à mon avis, plusieurs aspects. Il y a d'abord le blocage institutionnel, le blocage de l'Assemblée parlementaire, puisqu'il n'y a pas de majorité, et qu'il n'y a pas non plus de volonté de compromis. Alors, Marc-Olivier Padis disait que malgré toutes ces années, on n'a pas réussi à créer une culture de compromis ou de négociation entre les forces politiques en France, mais je crois que c'est dû précisément à notre régime présidentiel, la Ve République, d'une certaine façon, en focalisant l'extrême pouvoir sur le président de la République, interdit la nécessité du compromis. Et on le voit aujourd'hui, tous les chefs de parti ont les yeux fixés sur 2027, ne veulent surtout pas faire un accord avec le Cornu, etc., en ayant peur que ça les desserve pour les élections présidentielles. Et donc on a un régime qui est antinomique avec la culture du compromis, qui est le propre plutôt des pays plus fédéralistes, comme l'Allemagne, par exemple. Donc on a ce premier point de la crise du régime. La deuxième volet de la crise du régime, c'est que le gouvernement, quel qu'il soit, et encore plus le Cornu que les autres, en tout cas autant le Cornu que les précédents Barnier et Bayrou, sont considérés comme illégitimes, parce que même si ce n'est pas marqué dans la Constitution, normalement, le président de la République doit choisir un Premier ministre dans le parti qui a gagné la majorité aux élections législatives. Or, ça n'est pas le cas. Depuis la dissolution de 2024, Emmanuel Macron a choisi deux LR, qui, je vous le rappelle, ont fait 7,4% des voix aux législatives de 2024, et Monsieur Le Cornu, qui effectivement, dans le cadre de Renaissance, a fait un peu plus, 17%, je crois. Mais c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de la Ve République, qu'on choisit un Premier ministre qui n'est pas dans le parti qui a gagné la majorité des élections. Alors vous me direz, il n'y avait pas de majorité, justement. C'est pour ça qu'il n'a pas pu prendre ni le Front de gauche, ni RN. Mais enfin, quand même, ce gouvernement, quel qu'il soit, et c'est vrai aussi pour Sébastien Lecornu, est quand même illégitime si on prend l'histoire de cette Ve République. Et enfin, le troisième le troisième aspect de cette crise de régime, c'est le président de la République lui-même. D'une part, parce que personne n'a compris encore maintenant la justification de cette dissolution de l'Assemblée en juin l'année dernière, et que même maintenant les potentiels alliés de LR comme Madame Pécresse demandent la destitution du président de la République. Et deuxièmement, parce qu'il a raté. Il avait un projet politique qui était parfaitement compréhensible et même sympathique, qui était de transformer la classe politique française en deux blocs, un bloc progressiste, un bloc nationaliste, et de permettre ainsi comme ça l'érection de majorités beaucoup plus claires. En fait, c'est totalement l'inverse qui s'est produit. On a maintenant trois blocs, un centre mou et deux extrêmes, à gauche et à droite, qui ne permettent plus du tout de faire des majorités. Donc, je crois que la crise de régime, elle est très importante. Le deuxième point, je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je suis un peu en désaccord avec ce que disait Marc-Olivier Padis. Bien sûr, la logique économique voudrait qu'on économise X milliards, 100 milliards par an pour sortir de ce déficit public qui est de 5,8. C'est énorme. On est le plus mauvais score après la Roumanie et la Bulgarie. En Europe, en tout cas. Mais moi, je pense qu'il y a deux solutions qui ne sont pas... à mon avis, assez évoqué. Premièrement, alors que François Bayrou voulait proposer un budget à moins 44 milliards de réduction cette année, je crois que si le gouvernement Lecornu veut rester quelques mois, en tout cas au moins un an, il faut qu'il fasse la moitié. 22 milliards. S'il propose de nouveau un budget à 44 milliards, c'est évident que ça ne passera pas. Et deuxièmement, la seule solution pour que son budget passe, ce serait qu'il allie effectivement une diminution des dépenses sociales, des dépenses de l'État, avec effectivement une augmentation des recettes de l'impôt sur les riches. Je ne vois pas comment on peut aujourd'hui maintenir les moins 2 jours de congé
de jours fériés, sans ajouter les plus 2% d'impôt Zuckman sur les riches. Et c'est ça qu'il faudrait faire. C'est à 2 plus 2 jours de fériés en moins, 2% d'impôt sur les riches. Et si le nouveau gouvernement ne se prête pas à cette espèce de remise en cause à la fois des 44 milliards et de l'interdit du tabou présidentiel sur les très hautes fortunes, son gouvernement est voué à l'échec, il y aura de nouveau dissolution et le président de la République est en danger. Matthias Fekl. Au lendemain des élections de 2022, j'avais écrit un petit article qui s'appelait « Bienvenue dans la 9e République ». Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y avait un mélange d'hyper 5e République à l'Élysée, incarné par l'actuel président, et d'hyper 4e au Parlement, avec vraiment une espèce d'explosion déjà avant la dissolution. Donc 5 plus 4, 9, vous l'aurez compris. Il me semble qu'on s'est enfoncé dans ça maintenant, avec effectivement une absence de majorité, mais aussi un refus du président de tirer les conclusions des dernières élections. On ne peut pas dissoudre avec déjà des motivations soit contestable, soit incompréhensible, et ensuite n'en tirer aucun résultat. Or, dans une élection, les choses sont assez simples. Il y a des forces qui sont arrivées en tête, et autant après la dissolution, le message politique n'était pas totalement évident. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Mais il y avait quand même quelques constantes. Il y avait d'abord une extrême droite qui restait extrêmement forte, premier enseignement. Deuxièmement, un front républicain qui avait assez bien fonctionné, contre toutes mes propres attentes. Moi, je croyais que c'était plutôt terminé. Et on déduit de cela quoi ? Qu'il faut nommer un Premier ministre issu non seulement d'une des forces arrivées en queue de scrutin, mais qui en plus n'avait pas participé au Front républicain, et qu'il faut mettre de côté la force qui à l'époque était arrivée en tête, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Et quoi qu'on pense de cette alliance électorale, c'est comme ça, le résultat des urnes était là. Donc finalement, tout ce désordre vient d'abord d'une sorte de péché originel qui est de refuser de tirer le résultat d'une élection. Encore une fois, une élection, c'est simple, et même quand la représentation nationale est relativement éclatée, il y avait quand même d'autres manières de faire que ce qui a été fait. Alors ensuite, tout a été fait à rebours, et on est maintenant dans une situation très difficile, parce que entre un contexte international qui appelle quand même une France capable non seulement de prendre des décisions, mais aussi d'être à peu près crédible dans sa politique intérieure, une situation budgétaire extrêmement grave et une tension sociale, à mon avis, peut-être pas inédite, mais enfin extrêmement forte. Vraiment, tous les ingrédients sont réunis pour que ça se passe pas bien. Hein. Et quand l'exutoire des élections n'est plus suivi des faits, eh bien, il y a comme traduction la violence dans la rue, des mobilisations extra-parlementaires, une opposition hors cadre institutionnel et une haine qui se dirige contre le personnel politique et contre certaines personnalités en particulier. Donc c'est un chaudron qui, moi, me préoccupe énormément. J'espère que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu saura, dans cette situation, faire ce qu'il sait bien faire quand même, c'est-à-dire être un homme d'écoute, être un homme de dialogue et qui prend en compte les différents partis. C'est pas possible, comme c'est le cas depuis maintenant de longs mois, de pas écouter ce que dit la gauche. Encore une fois, elle est confuse, elle n'est pas toujours d'accord, mais on ne peut pas s'en passer. Et on ne peut pas, dans une situation sociale aussi explosive, faire comme si les choix fiscaux depuis 2017 ne pouvaient pas être mis en cause. Je pense que toute acceptabilité sociale de la moindre réforme, quelle qu'elle soit, suppose que l'effort soit bien réparti et que des gens qui, quand même, s'en tirent extrêmement bien depuis bientôt une décennie, contribuent à l'effort national dans un moment extrêmement grave et extrêmement dangereux pour notre pays. Je veux juste dire un tout dernier point. Je ne trouve pas du tout sympathique le projet qui consistait à organiser notre vie politique autour des gentils, pro-européens, ouverts, progressistes, tolérants, versus les méchants, nationalistes, intolérants, etc. Parce que dans une démocratie qui fonctionne sur l'alternance, il était écrit qu'un jour l'alternance se ferait et qu'un jour, eh bien, tout cela serait balayé par des forces qui, quand même, à terme, feront beaucoup de tort à la France. Je pense qu'il faudrait que Matthias nous éclaircisse sur les vertus de dialoguiste ou d'homme de dialogue de Sébastien Lecornu, parce que je ne sais pas s'il a beaucoup dialogué avec l'état-major, mais en général, avec les militaires,
C'est plutôt du haut vers le bas que, même s'il y a sûrement eu d'intéressantes consultations. Richard je répondrai puisque en Guadeloupe aussi, en Martinique, il n'a pas laissé de bons souvenirs. Je suis pas son porte-parole ici, ce que je sais. Ce que je sais simplement, c'est que c'est quand même le contraire de ce qu'est le macronisme triomphant. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui considère que d'être élu est quelque chose de méprisable. C'est pas quelqu'un qui considère que d'écouter sur les marchés est quelque chose qui ne se fait pas. Au contraire. Donc il y a un parcours d'élu, il y a quand même un ancrage, il y a quelqu'un qui tous les week-ends revient en ayant écouté ce qui s'était dit à la base. Je pense, encore une fois, je suis pas son porte-parole du tout, mais je pense que ça nous éloigne de cette espèce d'hubris qui quand même a beaucoup caractérisé l'exercice de pouvoir depuis des années. Richard Verly. Moi, je suis particulièrement heureux d'être en face, là, autour de cette table de Matthias Fekl, parce que je pense qu'il a peut-être une partie des réponses aux questions que je vais poser, parce que j'ai essentiellement des interrogations. La première, c'est que dans n'importe quel autre pays européen, prenons les voisins de la France, un président aussi décrié, un président qui est au cœur du problème, tout le montre, toutes les études le prouvent. Après, on peut penser ce qu'on veut de la politique d'Emmanuel Macron, de sa capacité à formuler un certain nombre de bonnes analyses géopolitiques, mais il est décrié, il fracture ce pays, et il est maintenant coincé dans son personnage de président hyper élitiste qui méprise. Tout ça n'est peut-être pas vrai, mais la réalité, dans l'opinion, elle est celle-là. Et voilà qu'il nomme son clone. Alors, j'ai entendu ce que vient de dire Matthias sur le fait que ce n'est pas vraiment son clone, ce serait son clone sympathique. C'est le macronisme sans hubris, c'est le macronisme sans arrogance, c'est le macronisme du marché. Voilà, c'est un bon terme, le macronisme du marché du dimanche. Mais il n'empêche que quand même, c'est culotté, et mon mot est faible. C'est-à-dire, ça ressemble quand même à une gifle politique à tous ceux qui estiment que pour débloquer et déverrouiller ce pays, il faut que le président se remette en cause. Il a fini par le faire, mais alors vraiment, du bout des lèvres à propos de la dissolution, il a fini par concéder que c'était une erreur, mais sans jamais prononcer le mot erreur. Et voilà que maintenant, il nomme un ministre dont je suis quand même, et là je prends un peu de recul par rapport à la France, stupéfait. On présente le fait qu'il ait été ministre depuis 2017 sans discontinuer comme une preuve d'expérience. On peut aussi le voir comme une preuve de soumission absolue. Il est celui qui a avalé le plus de couleuvres. Les autres sont partis, pour des raisons X ou Y. Lui, il est resté, il a avalé toutes les couleuvres. Et c'est ça qui est au fond récompensé. Déjà, je trouve que c'est assez mauvais signe. Autre élément, alors là, je reconnais que c'est peut-être une culture politique qui n'est pas la culture politique française, mais les affaires de la France sont désormais confiées à quelqu'un qui n'a jamais travaillé en dehors des couloirs de l'Assemblée nationale ou des cabinets ministériels. Que je sache, Matthias, vous êtes maintenant dans une entreprise, vous l'étiez auparavant, vous êtes avocat, et beaucoup de politiques, fort heureusement, font des va-et-vient. Lui, jamais. Donc, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'est le cerveau de quelqu'un qui, depuis l'âge de 19 ans, ne fait que fréquenter des politiques, des administrations, ne fait que essayer, au fond, d'obtenir un peu plus d'argent public? Pardonnez-moi l'expression, parce que certes, son expérience de maire est une expérience intéressante, il a été au contact de ses administrés, mais l'essentiel de la tâche d'un maire, outre de répondre aux sollicitations de la population, c'est d'obtenir de l'argent public. Or, que je sache, l'argent public est le problème en France, il y en a de moins en moins disponible. Donc, très franchement, je m'interroge comment Emmanuel Macron, dans toute sa luminosité intellectuelle, peut-il penser que Sébastien Lecornu est l'homme de la situation pour déverrouiller et débloquer la France? Ça, c'est ma première interrogation et j'avoue qu'elle me laisse particulièrement perplexe. Ma deuxième interrogation, elle porte sur les Français dans ce moment. Et là, j'avoue que je n'ai pas non plus la réponse. Je n'entends personne parmi les intellectuels, à part quelques économistes libéraux habituels, qui rappellent que 1 et 1 font 2 et que 2 et 2 font 4 et peut-être même que 4 et 4 font 8. À part cela, à part les usual suspects, personne dans le giron des intellectuels, sauf Marc-Olivier Padis à l'instant, qui vient de dire, et je le remercie, qu'il manque 100 milliards d'euros dans les caisses. 100 milliards! C'est quand même pas rien. Et donc les Français, pardonnez-moi, me donnent l'impression d'être inconscients.
Ou alors ils le savent, mais finalement, ils tirent sur la ficelle tant qu'ils peuvent en se disant que tant que ça ne casse pas complètement, et c'est là où je suis assez estomaqué par le verdict de Nicole, qui nous dit que finalement, ça pourra passer avec 20 milliards, faut pas exagérer, on n'a pas besoin de faire tant d'économies que ça, que la réalité politique impose de ne pas tenir compte des impératifs budgétaires. Mais désolé, Nicole, que je sache avec votre lucidité européenne, mais ce pays est en quasi faillite. Disons-le, si l'État français continue de dépenser à ce rythme, d'être incapable de maîtriser ses dépenses, alors que, on l'a souvent dit autour de cette table, l'état des services publics dépérit, c'est là la contradiction fatale. On dépense de plus en plus pour de moins en moins d'efficacité. Dans un monde où on voit bien poindre le fait que l'efficacité est la première demande de l'électeur. À peu près toutes les études sont d'accord. Ils veulent des gouvernements efficaces. Or, eh bien, les Français ne s'en rendent pas compte ou ne veulent pas le voir. Donc, je suis stupéfait de l'aveuglement du président et je suis stupéfait de l'aveuglement des Français. Nicole Nisotto. Alors, je n'ai jamais dit que tout cela n'était pas grave et qu'à la limite, 100 milliards ou 200 milliards de manque dans le budget étaient sans conséquence. Ce que je dis, il y a deux solutions. Soit le gouvernement veut avoir une majorité et veut passer un budget qui permettrait à la France de tenir jusqu'au présidentiel de 2027. Et à ce moment-là, on ne peut pas continuer dans la ligne de Barnier-Bayrou. Ça n'est pas possible parce qu'il sera immédiatement censuré par toutes les forces politiques en présence. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, soit il veut effectivement passer la barre et à ce moment-là, il faut écouter ce que dit la gauche. Ce que dit la gauche, c'est premièrement, votre gouvernement n'est pas légitime parce que vous n'êtes pas sorti, je répète, ce qu'a dit aussi Matthias Fekl, mais c'est le plus important, messieurs, ces gouvernements sont illégitimes parce qu'ils ne sont pas issus, ils sont issus de partis perdants des élections, ils n'ont pas de partis gagnants. Deuxièmement, si on ne rétablit pas un minimum de justice fiscale à l'intérieur de ce nouveau budget, ça ne passera pas. Et qu'est-ce que c'est que la justice fiscale ? C'est demander moins aux classes moyennes, c'est-à-dire on peut passer, j'ai dit 20, mais ça peut en passer de 44 à 30, ça m'est égal. Donc, moins aux classes moyennes et plus aux ultra-riches. Ça, c'est le compromis, je dirais, c'est même le compromis politique majeur qu'il faudrait faire aujourd'hui pour tenir dans la Ve République. Or, le président de la République, et c'est là où je suis d'accord avec vous, le président de la République ne semble pas écouter ce compromis. Matthias Fekl. Et non. Alors moi, j'ai perdu mes élections législatives en 2017 parce que je n'ai pas suivi Emmanuel Macron, avec qui j'avais siégé au gouvernement pendant 2 ans et demi et dont j'avais perçu avec d'autres un certain nombre de caractéristiques. Et donc, j'ai absolument pas l'intention de devenir aujourd'hui ici le porte-parole du macronisme. Pas du tout. Simplement, moi, j'essaye de voir comment, dans un moment très dur, avec un Premier ministre qui a été nommé, on peut essayer de s'en sortir. Et donc, j'espère que ça fonctionnera. Parce que, sincèrement, une démission du président me semble pas souhaitable, malgré sa responsabilité immense. Pas seul, Je veux dire, l'édifice politique était bien fissuré quand il est arrivé au pouvoir. Et si ça a fonctionné à l'époque, c'est quand même parce que les anciens partis n'étaient pas très flamboyants et s'étaient accommodés de beaucoup de choses. Mais ensuite, rien n'a été reconstruit. Aucun projet, aucune doctrine, aucune structure. Donc il y a une responsabilité immense. Il n'empêche que les institutions n'ont pas besoin forcément d'être fragilisées aujourd'hui. Simplement, elles ont besoin de vivre, y compris avec leur propre logique. La Ve République n'a quand même, dont je ne suis pas le premier fan non plus. Je pense qu'il faut réformer profondément les choses et mettre un terme au présidentialisme. Mais même sous la Ve République, personne n'a jamais dit qu'il ne fallait pas tenir compte du résultat des élections. C'est, à mon avis, inouï. Je veux dire, y compris quand des élections locales dans l'ancien monde, comme on dit, étaient extrêmement mauvaises, ça avait quand même souvent pour conséquence un changement de Premier ministre, une adaptation de la politique. Et là, quoi qu'il arrive, qu'il y ait la colère sur les ronds-points avec les gilets jaunes, qu'il y ait des élections, qu'il y ait une opinion manifestement hostile à les choses, on n'en tient jamais compte. Forcément, ça ne peut pas fonctionner, c'est évident. Marc-Olivier Padis.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Mathias sur le fait qu'il aurait fallu écouter davantage la gauche au lendemain des élections législatives, mais quand LFI a déclaré qu'après la victoire, c'était tout notre programme, rien que notre programme, évidemment, c'était pas des bonnes conditions. C'était pas non plus une logique de coalition, forcément. Voilà, ça manquait un peu. Maintenant, pour mettre fin au présidentialisme, il y a une solution très simple, et moi je ne comprends pas que les parlementaires ne s'en emparent pas. Aujourd'hui, la main est du côté du Parlement et pas du président. On est toujours en train de discuter Macron ceci, Macron cela, qu'est-ce qu'il a dans la tête, est-ce que c'est son clone, il nous fatigue, etc. Mais si les parlementaires se mettaient d'accord, d'abord entre eux, sur un contrat de coalition, et qui disaient, voilà, la coalition au Parlement, c'est ça. Et la personne qui doit mener cette coalition, c'est cette personne. Le président n'a pas le choix, il est obligé de nommer cette personne-là. Il suffit de faire du parlementarisme, il suffit de sortir de cette infantilisation qui est acceptée aujourd'hui par les parlementaires. Mathias Fekl. Il me semble, je suis absolument d'accord sur le fond, mais ça ne fonctionne pas pour une seule raison, c'est qu'il y a la présidentielle derrière. Et donc, vu que c'est l'élection phare et que tout le monde est obsédé par le fait d'être appelé, d'être le prochain Dalai Lama tout d'un coup, et qui va régler tous les problèmes et qu'on aura repéré à un moment donné pour devenir le prochain président, ça ne peut pas fonctionner puisque la plupart des forces politiques de fait, se disent à une coalition, ça va quand même compromettre ensuite nos chances parce qu'on sera englobé dans embourbé dans une situation qu'on fait mieux de combattre plutôt que d'essayer de la régler. C'est tragique, mais c'est comme ça. Richard Verly. Oui, quelques mots pour compléter. Je reviens sur l'aspect budgétaire. Il y a d'abord l'obligation de faire des économies, mais surtout, et là j'irai dans le sens de Nicole, il semble à peu près inévitable que les plus riches patrimoines, donc Gabriel Zucman, cet économiste de gauche, met la barre, je crois, à 100 millions d'euros, que les plus riches patrimoines français contribuent sans doute de manière temporaire, et on verra si le Conseil constitutionnel l'accepte, parce que François Hollande, vous vous rappelez que ça s'était avéré pas possible. Mais moi, je vois un autre donnant-donnant. C'est pas seulement le donnant-donnant de l'équité fiscale qui est effectivement très important en France, parce que le ras-le-bol des classes moyennes est évident. Mais il faut offrir, si je puis dire, ou proposer à ces plus gros patrimoines, qui sont tous par définition des gens très influents. Quand même, regardons la réalité en face. C'est des gens qui ont des moyens de lobbying, des gens qui ont des moyens de se faire entendre, qui ne sont pas négligeables. Il faut leur démontrer aussi que l'État va se réformer. Autrement dit, c'est un autre donnant-donnant. Il faut que dans cette armature budgétaire ou de proposition, que celui à qui on va demander une ponction à hauteur de 2% de son patrimoine, je crois que c'est le chiffre de Gabriel Zucman, il ait l'impression, alors on peut dire, oui, mais il peut payer, il a 200, 300 millions de patrimoine, il doit ou il peut payer. Certes, mais à mon avis, ce serait beaucoup plus utile de lui démontrer que simultanément, l'État, la puissance publique au sens large, va faire des efforts crédibles pour réduire ses dépenses. Parce que le moteur de l'évasion fiscale, et c'est un Suisse qui vous parle, c'est quoi ? C'est bien sûr préserver son patrimoine et payer le moins possible, c'est évident. Mais c'est aussi le rejet d'un État qui dépense trop, d'un État... Moi, j'entends toujours ça quand je vais à Genève, quand je me retrouve dans des rencontres avec des Français exilés fiscaux, qui évidemment ne disent jamais ça, mais il est évident qu'ils sont là pour ces raisons. Eh bien, ils reprochent à l'État français d'être un puits sans fond, d'être un panier percé. Donc je crois qu'il y a un donnant-donnant. Il faut que le gouvernement futur, celui-là ou le prochain, soit capable de démontrer que l'État français va dépenser moins. Ça me paraît impératif. Le reproche auquel Richard fait allusion est un reproche qu'on entend dans toutes les classes sociales, y compris dans celles qui n'ont aucun moyen et sans doute aucune volonté, en tout cas aucun moyen d'échapper à l'impôt et de prendre aucun raison fiscal. De procéder à ces réformes. Moi, c'est pas payer mes impôts qui me gêne, entend-on, mais c'est que cet argent soit aussi mal utilisé. Mathias Fekl. Alors, y compris dans les exilés fiscaux, il y en a quand même beaucoup qui reviennent une fois que l'âge venant, ou pas d'ailleurs, on peut tomber malade jeune, il s'agit de se faire soigner. Donc, il y a quand même aussi un sujet de responsabilité. Il me semble que de ce point de vue-là, il y a une rupture à la fin des années 70, dans les années 80, avec l'arrivée de Thatcher et de Reagan au pouvoir, où tout d'un coup, l'impôt est en tant que tel contesté. Avant ça, les élites économiques, y compris aux États-Unis,
ne voyaient pas de problème à payer des taux d'impôt extrêmement... Alors, Mathias, il faut rappeler qu'aux États-Unis, il est arrivé aux élites économiques de payer jusqu'à 95%. Oui. Absolument, absolument. J'allais le dire, mais je suis heureux que ça soit confirmé. Il y avait des taux, mais qui sont aujourd'hui inimaginables, mais parce qu'il y avait une fierté d'abord à la réussite, et de se dire finalement, si je paye tout ça, c'est aussi parce que j'ai réussi, et puis parce qu'on contribuait à un projet commun. Il me semble que ça c'est sans doute un peu défait, et il faut y remédier. Alors, une des conditions, c'est évidemment que l'argent ne se perde pas dans les méandres de la bureaucratie au détriment du service rendu. Et ça me semble déterminant, extrêmement important. Et la concomitance d'impôts très élevés et de services publics qui se dégradent, à l'évidence, ça ne fonctionne pas. Donc, la réforme de l'État, oui. Alors, j'ai un ami, je ne sais pas s'il veut être cité sur cette idée ou pas, mais j'ai un ami qui avait l'idée, dont il faudrait étudier la faisabilité, mais de dire il faudrait faire des impôts comme ça très élevés, mais avec une condition, c'est ils sont déposés sur un compte séquestre et ils ne seront versés que lorsque l'État se sera réformé. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait possible à faire comme ça, mais je trouvais l'idée intéressante. C'est-à-dire de dire, on n'est pas contre les impôts, on veut juste qu'ils soient bien employés. On les dépose à la Caisse des dépôts et puis deuxième sujet sur l'impôt, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qu'est un revenu versé à un individu et puis un patrimoine productif. On peut avoir une entreprise qui vaut énormément d'argent, c'est un peu théorique de se faire taxer là-dessus. Dès lors que les choses sont réinvesties dans l'outil productif, créer de l'emploi, créer de la richesse, ça doit être évidemment traité différemment que quand c'est une ressource individuelle pour une personne. Nicole Disato. Oui, alors, d'abord, sur l'attitude des riches. Premièrement, je crois que la réforme de l'État leur est complètement indifférente, parce qu'ils sont très contents, encore une fois, Mathias l'a dit, dès qu'ils sont malades, de revenir en France pour profiter justement des services sociaux de l'État français. Deuxièmement, l'argument qui est de dire on ne peut pas imposer 2% sur les grandes fortunes parce que sinon elles vont partir à l'étranger. Et moi je dis, et alors qu'elles partent, puisque de toute façon elles payent très peu d'impôts en France, donc ça ne nous pénalisera pas beaucoup. Je rappelle que Zuckman donne dans cette étude, donne ce chiffre en conclusion. Aujourd'hui, un patron d'une grande entreprise paye moins d'impôts que sa secrétaire. Et ça, c'est un sentiment d'injustice fiscale qu'il faut absolument prendre en compte. Troisièmement, pour répondre à ta question sur le fait que les Français sont inconscients, ils ne se rendent pas compte que c'est très grave la dette. Alors, je voudrais minorer un peu la chose quand même. Premièrement, je rappelle que depuis 1974, ce n'est pas une vertu, mais de toute façon, depuis 1974, le budget français n'a jamais été en équilibre. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas Macron. Et là, j'ai les chiffres rapidement. Sous Chirac, la dette est passée de 55... C'est une affaire qu'on connaît. Non, c'est important. C'est une histoire qui est une vieille histoire, la dette. Donc ça veut dire que l'inconscience est ancienne, Nicole. Oui, pas l'inconscience. Non, attends, laisse-moi finir. Deuxièmement, le service de la dette aujourd'hui, c'est 58 milliards par an. C'est à peu près l'économie que voulait faire Barnier-Bayrou, 44 milliards, mais c'est un peu plus. 58 milliards par an, c'est 2% du PIB. En 2022, quand on a emprunté pour le Covid avec nos partenaires européens, le service de la dette était à 3,4% du PIB. Et il n'y avait pas de crise majeure, de crise gouvernementale. En tout cas, ce n'était pas un sujet de débat. Troisièmement, l'emprunt français, c'est la moitié aux Français. La dette française, c'est pour la moitié, c'est vis-à-vis des Français, un quart vis-à-vis des prêteurs européens, un quart vis-à-vis des prêteurs non européens. Donc nous ne sommes pas dans la situation du Mexique ou même de la Grèce autrefois, où l'essentiel des dettes était hors du pays. On est un pays très stable, en particulier sur le remboursement de la dette. Et quatrièmement, je rappelle qu'encore une fois, en 2024, la France est le premier dépositaire des investissements directs étrangers, tout pays confondu. Nous sommes le premier en Europe. Ce qui prouve que, en dépit de nos discours et de cette émission qui a raison, effectivement, d'insister sur la situation grave que nous connaissons, malgré tout, d'un point de vue macroéconomique, la situation est loin d'être
désespéré. Et je termine en disant, la France n'est pas la Grèce. La France est un pays d'une richesse absolument inouïe. La Grèce, elle avait menti, triché sur ses comptes publics. Ce n'est pas le cas de la France. On a peut-être quelques personnes corrompues, mais enfin, on est quand même dans un système politique et administratif qui respecte la loi. Et était un pays, la Grèce, où il n'y avait pratiquement pas d'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas non plus le cas de la France. Donc, dans tous les cas, je crois qu'on peut trouver des arguments, non pas pour dire que c'est pas grave, il faut continuer comme ça, endettons-nous, Folleville, pratiquement. C'est pas le cas, mais quand même, il faut pas non plus dire que la France est au bord du gouffre et qu'il faudrait maintenant la démission du président de la République et l'élection de M. Bardella pour s'en sortir. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais faire des remarques très simples sur la question de la dépense publique. D'abord, il y a un paradoxe qu'on n'arrive jamais à expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on a un État qui dépense trop et un service rendu qui est perçu par les citoyens comme en dégradation. Et en fait, il me semble que la réponse à ce paradoxe, c'est que moi, je n'arrive jamais à observer les méandres bureaucratiques dont parlait Mathias. Je ne sais pas où ils sont. Ils ne sont pas à l'hôpital, ils ne sont pas dans la justice qui est sous-financée, ils ne sont pas dans l'école, ils ne sont pas dans la police. Donc, où est-ce qu'ils sont ces fameux méandres bureaucratiques ? Et donc, si on regarde à nouveau les grandes masses, je ne rentre pas dans le détail, les grandes masses, c'est les retraites, les dépenses de santé. Or, c'est là-dessus qu'il y a des... Enfin, est-ce qu'il y a des économies à faire ? C'est ça le débat. Sur les dépenses de santé, on ne va pas reprocher à l'hôpital public de gaspiller l'argent. C'est absolument pas le cas. Donc, simplement, c'est un choix de société. On veut être bien soigné en France et on l'est la plupart du temps, si on se compare par rapport à d'autres pays, est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est un choix. Et puis pour les retraites, eh bien, effectivement, là, il y a une résistance. Les Français veulent garder leur système de retraite. Mais la difficulté, c'est mon deuxième point, c'est qu'on creuse la dette aujourd'hui. Pas pour des dépenses, des investissements d'avenir, pour des dépenses courantes. Et c'est ça qui ne va pas. On ne peut pas utiliser la dette pour financer des dépenses courantes, comme c'est le cas aujourd'hui pour les retraites. Et troisième point, donc supprimer des fonctionnaires, par exemple. C'est ce que propose une partie de la droite. J'ai un ami qui a fait un calcul de point de table. Il dit, prenons au maximum. Ce qui est vraiment le plus dur proposé par la droite, c'est supprimer 100 000 fonctionnaires. Moi, à nouveau, je ne sais pas où on les prend, mais mettons qu'on prend ce calcul. Un fonctionnaire, mettons que c'est le coût budgétaire pour l'État, c'est 40 000 euros par an. 100 000 fonctionnaires à 40 000 euros, ça vous fait 4 milliards. Et donc, moi, je reviens à mes proportions de tout à l'heure. On a un effort de 100 milliards à faire. Là, en supprimant 100 000 fonctionnaires, on fait un effort de 4%, c'est pas suffisant, et en plus, on le fait qu'une seule fois. Vous imaginez s'il faut supprimer 100 000 fonctionnaires chaque an pendant 9 ans, c'est absolument absurde. Il faut donc supprimer 1 million de fonctionnaires pour arriver à la somme que vous avez évoquée. Richard Verly. Peut-être pour revenir quand même sur la dette. Alors, j'ai exagéré en disant que la France est au bord de la faillite. Sauf que, n'oublions pas le risque d'engrenage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la situation se détériore, elle se détériore de façon cumulative. Et les promesses d'investissement que vous avez citées, Nicole, qui sont le résultat de ces fameux sommets Choose France qu'Emmanuel Macron organise chaque année depuis son arrivée au pouvoir, ce sont des promesses. Donc attention, ne comptabilisons pas comme des investissements acquis et effectuer ce qui a été en fait des promesses de chefs d'entreprise conviés au château de Versailles par Emmanuel Macron. Donc déjà, il faudrait, sur ce chiffre-là, regarder le montant exact des investissements effectués. Or, il est sans doute très inférieur aux promesses. Par contre, il est vrai que la France est un pays attractif. Et là, il faut reconnaître que ça restera probablement comme l'un des succès d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir redoré le blason de la France comme pays attractif pour les investissements étrangers. Après, la dette. Elle est détenue effectivement à 55% par des investisseurs internationaux, en tout cas non français. Mais c'est le niveau le plus important de détention de la dette par des étrangers au sein de l'OCDE.
Il n'y a pas d'autres pays de l'OCDE qui sont à 55%. Je dis pas que c'est le signal d'alarme. Je dis simplement que ne prenons pas à la légère ce genre de choses. Donc, il y a un problème structurel de dépenses publiques et de dette française. Quand vous êtes à 120% du PIB, c'est-à-dire 3 415 milliards d'euros, puisque c'est le nouveau chiffre que François Bayrou a donné lors de sa déclaration devant les députés qui lui a valu d'être renversé, 3 415 milliards d'euros pour un pays qui fait au mieux 1% de croissance et qui a, je crois, 5,4% de déficit public en 2025, mais on verra comment se termine l'année, c'est beaucoup trop. C'est juste beaucoup trop, point. C'est pas la faillite, mais c'est beaucoup trop et c'est pas tenable. Donc à partir de ce moment-là, il faudra bel et bien s'attaquer à ce qui génère cette dette, c'est-à-dire les dépenses de l'État, encore une fois, dans sa globalité. J'inclus les collectivités locales, la sécurité sociale et tous les postes de dépenses publiques. Autre élément quand même qui est important à regarder, c'est la confiance de nos voisins. Si l'Allemagne, prenons cet exemple-là, si l'Allemagne à un moment donné se met à douter de la France, aujourd'hui la France profite de la signature allemande. Dans les faits, à travers l'euro, la France profite de la signature allemande qui considère que la France est un pays stable. Si demain, et ça pourrait arriver, Nicole, le gouverneur de la Banque centrale allemande formule, comme savent le faire les banquiers centraux, une inquiétude lors d'une conférence de presse, alors là, tout va s'affoler. Donc nous sommes dans une situation, ou plutôt la France est dans une situation où à tout moment, les compteurs peuvent s'affoler. Or, pour un pays riche, qui a des ambitions internationales, qui a une mission à remplir, notamment auquel Emmanuel Macron assigne beaucoup de missions sur la paix en Ukraine, sur le plan géopolitique, être systématiquement dans une position où tous les compteurs peuvent s'affoler, il me semble que c'est très dangereux. Nicole Nisotto. Oui, alors, d'abord, complètement d'accord sur le fait qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Mais les dépenses ne sont pas in abstracto. Il faut comparer les dépenses et les recettes. Donc, je répète ce que j'ai dit. Il faut réduire les dépenses de l'État. Il faut augmenter les recettes de l'État. Donc, il faut cet impôt Zuckman, les 2% sur les très, très hautes fortunes. Et à ce moment-là, ça peut passer socialement. Ça peut passer socialement parce que le budget, c'est pas une histoire de mathématiques, c'est une histoire d'acceptabilité sociale. Et moi, je préfère que ça se passe par des processus démocratiques normaux plutôt que par des révolutions dans la rue, premièrement. Deuxièmement, pour un peu compléter ce qu'a dit Marc-Olivier Pady, c'est peut-être être un peu en désaccord avec lui sur l'inefficacité de nos services publics. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on est le pays où nous avons le plus d'impôts, le plus de redistribution sociale et le plus de mécontentement populaire. Et donc, sur l'inefficacité, je crois que c'est parce qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a un choc entre deux modèles de société et que l'on n'a pas résolu cet affrontement. On a le modèle de société que Marc-Olivier Pady décrit, c'est-à-dire une très bonne santé pour tout le monde, le plus possible gratuit pour les petites classes moyennes, et c'est ce modèle de société qu'on nous envie un peu partout dans le monde et qui fait que la couverture médicale pour les réfugiés, les immigrés est à mon avis nécessaire. Mais on a aussi l'autre modèle de société qui a prévalu dans les années 80-90, qui était un modèle libéral, qui était un modèle où on a instauré les numerus clausus, parce qu'il ne fallait pas que ça coûte trop cher, où on ferme les lits quand il n'y a pas assez de malades, où au contraire on récompense les hôpitaux par rapport au nombre d'opérations qu'ils font. Et c'est la conjonction entre ces deux modèles, le modèle libéral et le modèle social, qui fait qu'aujourd'hui l'hôpital est en grande crise et ne répond pas aux exigences des populations. Et un point plus général, plus philosophique, qui montre qu'à ce moment-là, la situation est grave. Je ne dis pas que c'est pas grave, mais pas pour les mêmes raisons que vous, Richard. Je fais référence aux travaux de... quel est son prénom déjà Manin. Bernard Manin sur la démocratie, où il montre très bien que le génie de la démocratie et la crise de la démocratie dans l'ensemble de nos pays européens, et en France c'est très vrai, c'est qu'on a eu, la démocratie a donner un maximum de liberté aux individus, tout en créant le maximum d'inefficacité dans les actions collectives de la société. Et c'est ce paradoxe qu'on est en train de voir. On a des individus de plus en plus libres, y compris sur le plan sexuel, religieux, pensé, enfin tout ce que vous voulez, et des
actions collectives de plus en plus difficiles à mener, de plus en plus rares. Et c'est là où moi je m'inquiète, c'est que cette crise française, c'est pas tellement une crise qui va affaiblir l'Europe, qui va appauvrir l'Europe, c'est une crise qui va encourager la montée de l'extrême droite en France et partout en Europe, parce qu'on bute sur l'inefficacité de la démocratie. Dernier point, si je peux, sur l'Europe. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la France était considérée comme irréformable et ça agaçait beaucoup. Aujourd'hui, elle est considérée comme ingouvernable et ça peut inquiéter beaucoup. Encore que pour certains, comme l'Italie, c'est d'abord une espèce de revanche ironique assez agréable de Madame Meloni. Quand il l'a vu, Emmanuel Macron avait dit « je vais la juger sur les faits » et les faits italiens sont absolument positifs. Donc, mais c'est vrai qu'indépendamment de l'Italie, il y a plutôt une inquiétude qui domine. Cela dit, quand on regarde, et en particulier une inquiétude sur la divergence croissante entre le chemin français et le chemin allemand. Mais quand on regarde la situation de l'Allemagne, elle n'est pas non plus au niveau des chiffres nécessaires. La dette et le déficit public, bon, c'est tout à fait correct, mais la situation économique de l'Allemagne n'est pas non plus dans une santé extraordinaire. Bien au contraire, les Allemands étaient totalement dépendants de la Chine. Maintenant, il faut faire attention, totalement dépendants de l'Allemagne pour l'énergie, de la Russie pour l'énergie, maintenant il faut faire attention, et totalement dépendant des États-Unis pour un certain nombre de choses, et on se retrouve avec une Amérique anti-allemande. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer la politique allemande. Sauf que, Nicole, vous venez de le dire et de les énumérer, les problèmes allemands sont le résultat de 3 chocs extérieurs, oui, alors que les problèmes de la France sont le résultat d'un choc français. Et alors ? Il y a le panne d'investissement aussi en Allemagne, qui serait le choc intérieur. Mais pour le reste, c'est vrai. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves que je vais ouvrir en attirant l'attention sur l'assassinat de cet influenceur américain, états-unien, Charlie Kirk. Attirer son attention, pourquoi ? D'une part, pour inciter à regarder, comme je l'ai fait moi-même hier soir, à regarder les vidéos des différentes manifestations dont il était l'animateur et cette espèce de grand débat, pour faire allusion à quelque chose que nous avons connu sous l'impulsion de Monsieur Lecornu d'ailleurs, et pour essayer ensuite de comprendre quelles conséquences cet assassinat peut avoir dans la population et du côté des Trumpistes les plus durs. Quand on écoute et quand on lit ce qui peut être écouté et lu à propos de Charlie Kirk, on voit que c'était plus un MAGA qu'un Trumpiste. En tout cas, qu'il était devenu de plus en plus MAGA et un peu moins Trumpiste à cause de l'affaire Epstein, dont il avait jugé que le président n'avait pas répondu comme il devrait répondre. Ensuite, c'est l'illustration, me semble-t-il, l'une des illustrations d'un livre dont j'avais parlé en son temps, qui est un livre d'un des directeurs de l'IFOP, Mathieu Gallard, Les États-Unis au bord de la guerre civile, aux éditions de l'Aube, qui était sous-titré « Pourquoi les Américains se détestent ». C'est une analyse de la polarisation, des mécanismes de la polarisation de la vie politique aux États-Unis, commencée après la guerre, puisque la guerre a soudé l'ensemble de la nation, et avancer progressivement. Et si je reprends un propos de Mathieu Gallard, il dit c'est encore le cas, ce sentiment d'appartenance à une collectivité nationale, c'était encore le cas dans les années 80 et 90 sous Reagan ou Clinton. On était démocrate, on était républicain, mais malgré tout, on pouvait s'entendre sur certains grands enjeux structurants. Aujourd'hui, ça n'est plus vraiment le cas, et surtout, il y a une montée de ce qu'on appelle la polarisation affective. Non seulement on est en désaccord idéologique profond avec les électeurs du parti adverse, mais en plus on ne les aime pas. On juge qu'ils sont profondément malhonnêtes, malveillants, que leurs objectifs pour le pays sont mauvais. On les voit non pas comme simplement des adversaires, mais comme littéralement des ennemis. Je pense que cet assassinat de Charlie Kirk est une des illustrations de ça, et que les suites de cet assassinat pourraient bien être des illustrations plus abondantes, plus graves et plus durables. Marc-Olivier Padis. Vous avez remarqué que dans la rentrée littéraire, il y a énormément de livres qui parlent de relations familiales, et j'ai choisi de lire le livre que Vanessa Schneider consacre à son père Michel Schneider,
sous le titre La peau dure chez Flammarion. Michel Schneider était un haut fonctionnaire, aussi essayiste, psychanalyste, musicien. Il avait été, comme haut fonctionnaire, directeur de la musique au ministère de la Culture, et il avait écrit un essai, une critique radicale du languisme qui s'appelait La comédie de la culture, au Seuil, où il faisait un peu le bilan de son action comme directeur de la musique, et c'était un essai très polémique mais très vigoureux et assez courageux et documenté de la part d'un haut fonctionnaire qui a écrit aussi, je pense, qui est son meilleur livre, son livre sur Glenn Gould, qui est un chef-d'œuvre d'initiation, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui connaît mal la musique classique, vraiment magnifique. Et donc, Vanessa Schneider, outre le portrait de son père, elle choisit un angle un peu générationnel, en comparant sa génération à celle de son père, cette génération d'après-guerre qui a fait mai 68, qui s'est fourvoyée dans le gauchisme, le maoïsme dans le cas de son père, et qui s'est rattrapé après le tournant de 1981 en occupant des places utiles et intéressantes. Et comme le dit Michel Schneider à sa fille, il lui dit « Nous sommes la première génération à avoir tué à la fois le père et le fils ». Et c'est cette citation qu'elle donne d'emblée qui fournit le fil rouge de cette remémoration filiale et familiale. Richard Verly. Ce sera un hommage à notre jeunesse pour ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire en gros ceux qui approchent de la soixantaine. C'est l'hommage à Supertramp. Parce que Supertramp, c'est une musique, c'est un style musical, c'était aussi un sens d'une certaine fête, c'était aussi une image. Et c'est là où je voulais en venir, des États-Unis. C'était des États-Unis qui faisaient rêver. Vous vous rappelez de cette couverture de disque, Breakfast in America? Eh bien, je me demande aujourd'hui qui a encore envie de prendre son petit déjeuner en Amérique ou d'avoir un petit déjeuner américain. Donc, un hommage à Supertramp à l'occasion, évidemment, du décès de son chanteur Rick Davis. On a écouté beaucoup Supertramp ces jours-ci et ça faisait du bien dans ce marasme français et dans cette inquiétude américaine. Nicole Nesotto. Alors moi, c'est plutôt sur la rentrée cinématographique que je vais mettre un éclairage, parce que durant mes pérégrinations estivales, j'ai eu la chance d'assister à en avant-première à la projection du film qui a eu la Palme d'Or à Cannes cette année, le film qui s'appelle Un simple accident, le film de Jafar Panahi, iranien, un film absolument exceptionnel pour deux raisons. La première, par son style. C'est très rare, je trouve, d'avoir du cinéma qui innove. Or, aujourd'hui, ce film se déroule à la fois comme une espèce de tragédie filmée à l'intérieur d'une camionnette, donc c'est vraiment très sombre, l'enfermement, etc., et comme un film félinien, avec des scènes d'un burlesque extraordinaire, où on voit une mariée, parce que sa voiture est en panne, sur l'autoroute, pousser sa voiture avec sa robe de mariée qui s'effiloche de partout. Donc c'est un mélange de styles cinématographiques, un peu comme le Sous-marin et Fellini, tout à fait formidable. Et puis bien sûr sur le contenu, parce que, alors on a vu beaucoup de films sur l'atrocité du régime iranien, mais moi c'est la première fois que je vois la corruption comme un sujet central d'un film, comme description de l'Iran. Et là, par exemple, tous les policiers ont un terminal de carte bleue dans la poche, donc ça facilite la vie de tout le monde. Hein. Et donc, c'est le troisième point, cette résilience extraordinaire de la société, y compris donc des policiers qui jouent le jeu, parce que si tu sors ta carte bleue, ça va, tu peux passer, tu n'as pas ton foulard, mais tu passes quand même, etc. C'est un film d'une complexité et vraiment d'une facture tout à fait intéressante et qui vous marque longtemps. Mathias Fekl. Deux brèves. Pour éclairer le débat actuel sur la fiscalité, je recommande la lecture de l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui s'appelle « La roue de la fortune, constitution et transmission des patrimoines dans la France contemporaine ». C'est très documenté et très instructif. Bien. Et pour l'histoire, je recommande la lecture de la remarquable biographie d'Éric Roussel consacrée à Jacques-Benoît Méchain, intitulée « Jusqu'au bout de la nuit », qui décrit comment cet intellectuel brillant se fourvoie complètement et s'enfonce jusqu'au bout de la nuit. Grand intellectuel des années 20 et 30, ensuite fasciné par le fascisme et par l'Allemagne nazie. C'est une réflexion sur comment on peut être brillant, cultivé et se fourvoyer totalement. Le pourquoi aussi de la fascination pour la force,
malgré l'abjection de ces régimes, on comprend qu'il y a un gros problème, au plus tard à ce moment-là, lorsque, écrit Éric Roussel, Laval considère que Benoît Méchain est trop proche de l'Allemagne. Plus tard, à ce moment-là, on se dit qu'il y a un gros problème. Et puis, par contraste, ça montre aussi que malgré toutes ces imperfections, dans les périodes troubles, l'attachement à la démocratie doit demeurer indéfectible. Oui, il a fini avec les... En prison. Oui, enfin, pour collaboration. Il en est sorti. Et il en est sorti de prison pour devenir conseiller d'un certain nombre de régimes passablement autoritaires du côté des Émirats. Et devenir spécialiste de l'Orient. Eh bien, je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire répond à toutes les questions qui tournent autour de notre plateforme de financement, Julien Neuville, qui produit avec Nouvelles Écoutes cette émission, et puis le studio L'Arrière-Boutique, qui a enregistré cette conversation. C'est Manon Boisard qui a enregistré cette conversation. C'était la dernière fois qu'elle nous proposait et qu'elle nous soutenait de ses services. Et donc, nous lui souhaitons, comme on dit dans la marine, bon vent et bonne mer. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la première des 3 conversations avec Mathilde d'Avignon sur le livre audio, dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public. N'oubliez pas que nous comptons sur votre collaboration financière.